Voilà, très bien. OK, donc 10 clés pour réussir sa thèse ou son mémoire. Un guide pour une thèse réussie et gratifiante. Voilà, donc je crois que ce soir, c'est une très belle occasion encore de parler de la thèse. Déjà, mon nom, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Dr Wafeu, comme on m'appelle couramment, ou Dr Guy Wafeu. Je suis médecin de la faculté de médecine de Yaoundé au Cameroun. Ça fait maintenant 8 ans par là que j'ai fini à l'école de médecine. Mais également, je fais la santé publique et la statistique médicale. Et je suis également coordonnateur d'un groupe qui s'appelle BMR pour Building Medical Research in Africa. Voilà, on aura l'occasion d'ici la fin de cette session de comprendre davantage qu'est-ce que c'est le BMR, comment ça fonctionne. Mais avant, on parlera d'abord donc de cette thématique. Comment est-ce qu'on fait pour réussir sa thèse? Et l'objectif de cette session, le but principal, c'est que chacun puisse savoir exactement ce qu'il a à faire au cours des prochains mois pour réussir sa thèse ou son mémoire pour ceux qui ont un travail de mémoire en cours. Voilà, le mot exactement est bien mis en gras, est bien mis en exergue là. Et ça me permet de souligner la raison d'être de cette rencontre, de ce webinaire que nous sommes en train d'avoir. En réalité, on peut se rendre compte de ce que la plupart des personnes qui font un travail de thèse ou de mémoire le font pour la première fois, la plupart, et en général sont un peu perdus. Voilà, ne savent pas trop par où commencer, comment évoluer, comment avancer, etc. D'ailleurs, ça a été le cas pour moi aussi. C'est pas comme si je venais avec ce que je connais. Et ça a été suffisamment déroutant et embêtant et perdant à la limite, à tel point qu'à la suite, donc, on s'est dit, il faut trouver une solution à cela. Et le but ce soir, donc, c'est que, à défaut d'être capable de tout maîtriser en une soirée, ce qui bien sûr n'est pas possible, que vous puissiez au moins avoir une idée. Voilà, une idée claire, une idée précise des étapes par lesquelles on passe lorsqu'on veut faire une thèse de médecine, de santé ou dans d'autres domaines, ou alors lorsqu'on veut faire un mémoire, quelles sont clairement les étapes par lesquelles on va passer et comment on fait pour avoir une thèse réussie et gratifiante, comme le sous-titre de cette présentation le dit. Alors, commençons par voir à peu près c'est quoi la recherche. Parce que lorsqu'on parle de thèse ou de mémoire en général, c'est un exercice d'initiation à la recherche. Et si on ne comprend pas d'emblée c'est quoi la recherche, on aura beaucoup de mal à se retrouver dans cette affaire. Donc, première chose, la recherche, c'est un processus. Processus. Et qui dit processus dit justement quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Donc, c'est pour ça que vous avez là processus qui se fait en plusieurs étapes. Une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas avoir un travail de recherche qui est fait en une journée, par exemple. C'est pas possible. Donc, il y a vraiment des étapes par lesquelles il faut passer. Et au moment où on se lance, au moment où on s'engage à dire, OK, je veux faire un travail de recherche, il faut avoir à l'esprit le fait que là, on aura un ensemble d'étapes par lesquelles on va passer. Et c'est un processus qui est systématique, comme on peut le voir ici, processus systématique. Ce qui veut dire les étapes dont on parle sont définies à l'avance. Ce n'est pas chaque personne qui veut faire la recherche qui va s'engager à, voilà, je commence par telle ou par telle ou par telle autre chose, ainsi de suite. Mais ces étapes sont définies à l'avance. Et le but ultime de la recherche, c'est de résoudre un problème. De résoudre un problème. Et s'il y a une chose à retenir ce soir, c'est peut-être ça la chose la plus importante. On fait la recherche parce qu'on veut résoudre un problème ou alors on veut apporter une nouvelle connaissance par rapport à une thématique qui existe déjà et qui est connue.
Voilà. Et même quand on fait de la recherche pour apporter une nouvelle connaissance, en général, c'est pour utiliser cette connaissance plus tard pour résoudre un problème. Et là, je vais prendre l'exemple de la césarienne, donc une analogie avec la césarienne pour qu'on comprenne à peu près le sens, l'idée qu'il y a derrière la notion de la recherche. Donc, la césarienne, c'est cette opération chirurgicale qui permet d'extraire le fœtus du ventre de sa mère par le haut, comme on dirait au quartier. Voilà, on fait une incision sur l'abdomen, etc. Donc, la césarienne a un ensemble d'étapes bien précises. On sait par exemple que il faut installer la patiente, il faut nettoyer l'abdomen, je prends des termes un peu plus simples pour qu'on se comprenne. Il faut faire une incision et même le type d'incision est clairement connu. Ensuite, il faut aller inciser l'utérus, retirer le fœtus, ainsi de suite. Et toutes les étapes sont connues jusqu'à la fin. Et en général, le but de la césarienne, c'est de résoudre un problème. Très souvent, on ne peut pas faire sortir le fœtus ou l'enfant par la voie vaginale, donc la voie normale. Et c'est pour pallier à ce problème qu'on va passer donc par ces différentes étapes-là. Et les étapes sont connues à tel point que si quelqu'un décide, par exemple, d'extraire le fœtus en faisant une incision au niveau du dos, ça c'est possible, peut-être avec des techniques chirurgicales, ainsi de suite, il devra trouver un autre nom pour cela. Ce n'est plus la césarienne parce que la césarienne a des étapes qui sont clairement connues. Et quand on va parler donc de la recherche, les étapes en question, ce sont les suivantes. C'est ce qu'on appelle encore le cycle de la recherche, qui justement donc définit en fait les étapes par lesquelles on va passer lorsqu'on se lance dans un projet de recherche. La première étape en général, c'est identifier un problème de recherche. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recherche normalement. Donc, alors qu'on se lance dans l'étape de dire, OK, je veux faire le mémoire, je veux faire la thèse, l'erreur qu'on commet souvent, c'est de commencer par trouver un sujet de recherche. Et comme je discutais souvent avec certaines personnes aujourd'hui, pourquoi tu fais l'étude ou sur quoi est-ce que tu travailles? La première réaction, c'est souvent de dire, je travaille sur tel sujet. Ici, on demande, c'est quoi le problème que tu veux résoudre? La plupart des gens sont perdus à ce niveau-là. Alors que normalement, c'est ça la première étape par laquelle on doit commencer lorsqu'on parle de faire de la recherche. Donc, identifier un problème de recherche. Ce n'est qu'après ça qu'on va formuler donc une question de recherche ou encore un sujet de recherche qui découle de ce problème qu'on a identifié à l'avance. Et on reviendra sur ces éléments dans la suite. Après donc la formulation de la question de recherche, vient l'élaboration du protocole de recherche. Et on verra dans la suite, c'est quoi le protocole de recherche, qu'est-ce que ça contient, comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'il s'agit de rédiger un protocole de recherche. Une fois que le protocole est terminé, on va aller donc sur le terrain pour mettre en œuvre ce qu'on a défini dans son protocole. En général, ça va consister en la collecte des données, quel que soit le domaine où on travaille, que ce soit dans le domaine de la santé, l'ingénierie, la mathématique, etc., on aura des données à collecter. Et ensuite, on va faire des calculs ou faire des analyses de ces données qu'on a eu à collecter. Et l'étape qui suit, donc, c'est de diffuser les résultats qu'on a obtenus, de les rendre disponibles pour d'autres personnes, de les rendre utiles, utilisables par d'autres personnes qui ont ce même problème de recherche qu'on a identifié au départ. Et logiquement, à la fin, il faut pouvoir utiliser ces résultats pour résoudre le problème qu'on a identifié au début de son processus. Et c'est en fait ça, le cycle de la recherche, l'ensemble des étapes par lesquelles on va passer lorsqu'on se dit, je veux faire une thèse, je veux faire un mémoire. Et il faut garder cela à l'esprit, justement. Il faut pouvoir garder cela à l'esprit alors qu'on se lance donc dans ce processus. Voilà. On va voir donc les grandes phases de manière plus concrète et étaler un peu sur un calendrier pour voir combien de temps ça peut prendre tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à implémenter ça concrètement sur un calendrier?
En général, il faut commencer donc par choisir un sujet ou un encadreur, parce que là, on est dans le cadre d'une thèse ou d'un mémoire. Et très souvent, donc, dans le choix du sujet, normalement, derrière, il y a identifier un problème de recherche qui va donc être celui duquel va découler notre sujet, va découler la question à laquelle on veut répondre dans cette étude. En général, ça peut prendre environ 2 semaines pour arriver à identifier cet élément qu'on a ici. Donc, très souvent, on peut avoir à peu près 2 semaines. Parce que la plupart des personnes vont un peu naviguer entre je veux travailler dans tel domaine et non pas dans tel autre domaine. Je veux travailler avec tel encadreur qui n'est pas disponible et voir plutôt tel autre encadreur, ainsi de suite. Donc, en général, il faudrait que au mois de novembre, ça c'est pour ceux qui travaillent, par exemple, qui vont soutenir vers juin, juillet, comme c'est le cas au Cameroun ici. Donc, en novembre, il faudrait qu'on ait, au cours des 2 premières semaines de novembre, qu'on ait fini avec la question du sujet de recherche et de l'encadreur. Et quand je parle ici du sujet de recherche, ce n'est pas simplement d'avoir une formulation du genre devenir des patients souffrant d'épilepsie à l'hôpital central de Yaoundé, par exemple. Non, ce n'est pas juste ça. Mais il faudrait avoir une bonne compréhension de son sujet avec le problème de recherche qu'il y a derrière et d'autres outils que nous allons voir dans la suite de cette présentation-ci. Et ça, en général, ça implique donc de faire un petit travail de fond là qui va permettre donc d'avoir une bonne maîtrise de ce dont on est en train de parler. Deuxième étape, en général, c'est donc de rédiger un protocole de recherche. Et souvent, ceci va s'étaler sur 6 semaines à peu près. Et là même, c'est quand on est encadré, c'est quand on a des personnes qui peuvent vous aider à le faire. Souvent, ça va s'étaler donc sur le mois de novembre et décembre par là. Donc, si on prend les 2 dernières semaines de novembre et tout le mois de décembre, très souvent, c'est le temps que ça va nécessiter pour rédiger le protocole de recherche. Et pour avoir un peu une idée de ce que c'est, on reviendra dessus dans la suite, comme je l'ai dit. Souvent, on vous demande de rédiger un document d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de pages Word saisies, avec des concepts techniques, des concepts liés à la recherche, comme le type d'étude, la taille de l'échantillon, de faire un questionnaire, de mettre des méthodes d'analyse statistique et tout le reste. Et la plupart des étudiants, justement, sont souvent un peu lagués à ce niveau. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ça dès le début. Il ne faut pas attendre quand on va dire la date limite pour déposer les protocoles, c'est telle, pour commencer à courir, à se démêler à ce moment-là. Non. Donc, avoir à l'esprit le fait que ça peut prendre 6 semaines de rédiger un protocole. Et ce que je recommande souvent aux personnes, c'est de le faire pratiquement entre novembre et décembre, d'avoir fini avec cela. Ensuite, va venir donc la collecte des données, proprement dite. On est allé donc, on va donc sur le terrain, on va poser des questions aux gens pour remplir des questionnaires, ou alors on va faire des entretiens pour enregistrer ces entretiens-là, ou alors on va aller fouiller les dossiers des patients ou des dossiers qu'on a pour pouvoir collecter des informations, ou toute autre méthode de collecte qu'on peut avoir. Prélever des échantillons, faire des analyses, c'est l'étape justement où on est sur le terrain, on va faire sa thèse. Normalement, comme on dit souvent, je suis en train de faire ma thèse. Et ça, c'est souvent la partie la plus longue. Parce qu'il faut bien noter que souvent, on a besoin d'abord d'avoir des autorisations pour aller sur le terrain faire cette collecte des données-là. Et parfois, en fonction de ce qu'on recherche, en fonction des participants qu'on a pour son étude, ça ne va pas toujours aller de soi. C'est pour ça que ça peut parfois prendre jusqu'à 12 semaines, donc à peu près 3 mois maximum. Et ça peut donc s'étaler ici de janvier, février jusqu'à mars maximum. Donc, normalement, quelqu'un qui va soutenir en juillet, si en mars n'a pas fini la collecte des données, ça, c'est un élément problématique. Et ces time frames que je donne, c'est pour permettre justement à ceux qui commencent la thèse ou qui commencent le mémoire d'avoir une idée assez claire de à quel moment je dois avoir fini avec quoi. De manière à ce que si à ce moment, on n'a pas fini avec cela, en réalité, c'est un problème qu'il faut pouvoir identifier et régler. Une fois donc qu'on a fini
avec la collecte des données ou même pendant qu'on collecte parfois, il y a l'étape de la saisie et de l'analyse de ces données-là. Donc, c'est là qu'on va entrer les fiches qu'on a collectées dans un masque de saisie qui aura été conçu à l'avance, qu'on va pouvoir faire les calculs statistiques qui vont avec. Ou si c'est de la recherche qualitative, on va faire les transcriptions des entretiens qu'on a menés. On va analyser le contenu de ces entretiens-là et ainsi de suite. Et c'est souvent ça, l'étape numéro 4, qui va prendre donc, comme on peut le voir là, à peu près 4 semaines en général. Donc, à peu près un mois entre le temps où on finit de saisir ces données, où on fait l'analyse, où on refait les corrections qu'il y a à faire, ainsi de suite. Et ça, souvent, ça peut se faire donc pendant le mois d'avril. Je précise bien ce calendrier, c'est pour des personnes qui vont soutenir autour du mois de juin ou de juillet, comme c'est le cas, par exemple, ici au Cameroun, pour la plupart des universités où on fait des thèses ou des mémoires. Mais avoir à l'esprit quand même qu'ici, on aura besoin d'à peu près un mois pour faire ce travail-là. Et la dernière étape, donc, pour finir, c'est de rédiger son document final et de pouvoir soutenir. Donc, avec ces résultats, de pouvoir rédiger le document de thèse qu'on aura à déposer à l'université pour la soutenance. Et ça peut prendre donc à peu près 8 semaines. Maintenant, ça va dépendre donc de la date limite que l'université fixe pour pouvoir récupérer dans les mémoires ou les thèses. Ça peut être juste le mois de juillet ou le mois de juillet et de juin ou aller parfois jusqu'au mois de juillet. Et c'est ici donc qu'on va appliquer les petites techniques de rédaction d'articles, je veux dire, rédaction scientifique, pouvoir rédiger, faire corriger, faire relire, rédiger, faire corriger, ainsi de suite. Et c'est ça donc les grandes phases par lesquelles on va passer lorsqu'on est engagé dans un travail de thèse. Voilà, je précise que si vous avez des questions, il faut juste les noter. À la fin, on reviendra pour répondre aux questions et pour clarifier ce qui n'est pas clair. Entrons donc maintenant dans les 10 clés dont il est question, les 10 points essentiels qui vont permettre de réussir assurément sa thèse. Premier point, il faut choisir un sujet de recherche qui est pertinent. Choisir un sujet de recherche qui est pertinent. Et ici, lorsque je parle de la pertinence du sujet de recherche, il faut noter que c'est un point qui est essentiel. Parce que si votre sujet n'est pas pertinent, vous serez pratiquement en train de perdre du temps, en fait. Ça veut dire que vous allez investir de l'énergie, certainement de l'argent, certainement de votre temps, mais à la fin, ce sera un peu comme du temps perdu, en fait. Et sincèrement, moi, je crois que faire la thèse ou faire un mémoire, ce n'est pas juste une formalité. Pour la plupart des personnes, souvent, c'est comme une corvée qu'on leur a donnée. Voilà, tu es obligé de faire ça absolument. Alors que lorsqu'on a compris la pertinence de cet exercice-là, je vous assure, on en devient tellement amoureux que pour certaines personnes comme moi, ça finit par devenir votre profession. Et donc, il faut vraiment avoir à l'esprit le fait que mon sujet que je choisis doit être pertinent. Et quand on parle de pertinence d'un sujet de recherche, à quoi est-ce que ça fait allusion? Le premier élément qui fait de votre sujet quelque chose de pertinent, c'est le fait que le sujet suscite un intérêt scientifique. Il faudrait que la question que vous êtes en train de poser, le problème que vous essayez de résoudre, doit avoir un intérêt sur le plan scientifique. Il y a des questions, par exemple, qui aujourd'hui ne sont plus intéressantes d'un point de vue scientifique. Exemple banal. Si quelqu'un fait une étude où il veut répondre à la question, est-ce que le tabagisme augmente le risque cardiovasculaire, par exemple? Est-ce que les personnes qui fument ont un risque cardiovasculaire plus élevé? Ben, c'est une question qui n'est pas vraiment intéressante d'un point de vue scientifique parce que tout le monde a la réponse à cette question-là, du moins tous ceux qui ont fait un peu de science. Et du coup, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de sujets de recherche qu'on fait souvent pendant qu'on fait son mémoire ou sa thèse qui sont exactement comme cette question que je viens de poser. Donc, ils ne présentent aucun intérêt sur le plan scientifique. Deuxième élément, pour être pertinent, il faudrait qu'il y ait une connaissance nouvelle que votre étude ou votre recherche va apporter.
Et ça fait appel maintenant aux compétences ou aux notions de revue de littérature pour savoir qu'est-ce qui est déjà fait et est-ce que je vais apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Et attention, un sujet de recherche sera pertinent aussi lorsqu'il est faisable dans le contexte où on va travailler. J'ai assisté malheureusement plusieurs fois à des scènes où il y a quelqu'un qui a commencé un travail de mémoire ou un travail de thèse et qui, chemin faisant, se rend compte que son travail n'est pas faisable. Et souvent, le temps est bien avancé, comme on a pu voir avec le calendrier présenté précédemment. Il n'y a pas de place pour le retard ou le décalage. Si quelqu'un se retrouve en janvier, par exemple, en train de recommencer le choix du sujet, il est possible que la personne soutienne plutôt vers septembre ou octobre par là. Et donc, c'est important de se rassurer que le sujet que je choisis est bien faisable dans mon contexte. Et il y a ce sigle qui permet de résumer à peu près en quoi un sujet est intéressant. Donc, il y a le FINER, c'est comme ça qu'on appelle ça, FINER. Donc, est-ce que c'est faisable? Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est intéressant? Ça renvoie à l'intérêt scientifique. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y a du nouveau? Ça renvoie au caractère nouveau qu'on a par rapport à cette étude-là. Est-ce que c'est éthiquement valide? Donc, le caractère éthique qu'il y a derrière. Et est-ce que c'est pertinent? Relevant. Est-ce que c'est pertinent pour l'endroit où je travaille, pour le domaine dans lequel je fais, pour la communauté scientifique, etc., etc. Voilà. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails parce qu'on n'aurait pas assez de temps. Chaque point qu'on a ici pourrait faire l'objet de 20-30 minutes d'explication pour davantage aller en profondeur. Mais il faut avoir à l'esprit le fait que le premier point, la première clé dont nous parlons ce soir, votre sujet de recherche doit être pertinent pour pouvoir réussir. La deuxième clé, il faut rédiger un protocole de recherche qui soit valide. Un protocole de recherche qui respecte en fait les principes et les normes qu'on a en matière de méthodologie de la recherche. Parce que même si vous avez un sujet qui est pertinent, intéressant pour la science, quelque chose de nouveau qui ressort là-dedans, qui est éthique, qui est pertinent pour votre contexte, si vous vous y prenez de la mauvaise façon, ça veut dire si votre protocole, si la méthode que vous choisissez n'est pas bonne, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir réussir votre travail de mémoire ou de thèse. Et lorsqu'on parle du protocole, donc, c'est le document, en fait, qui permet de répondre aux questions suivantes. Là, j'ai juste relevé quelques-unes, mais c'est pour que vous ayez, en fait, une idée de ce qui rentre dans la notion du protocole de recherche. Première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Ça, dans le protocole de recherche, on doit répondre à cette question-là. Et souvent, ça va se retrouver donc dans l'introduction ou dans les objectifs de votre travail de recherche. Voilà. Il faut pouvoir expliquer qu'est-ce que je veux faire concrètement. Quel est l'objectif du travail que je suis en train de mener? Quel est l'objectif de ce temps, de cette énergie que je vais consacrer dans les mois à venir? Vous devez pouvoir dire pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire là. Quelle est la justification de votre travail? Et souvent, dans la justification, donc, il faut rappeler l'importance du problème auquel vous vous attaquez. Il faut rappeler quel est le gap d'information qui reste dans ce problème important et c'est ce qui justifie donc le travail que vous êtes en train de vouloir mener. Le protocole va aussi répondre à la question comment est-ce que vous allez faire ce que vous voulez faire là? Et là, ça va souvent nous renvoyer donc déjà à partir d'ici à la section méthodologie où vous aurez donc les types d'études à mener. Est-ce que c'est une étude cas témoin? Est-ce que c'est une étude transversale, une étude de cohorte, etc. Encore que là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tous ces différents éléments-là. Il faut pouvoir répondre à la question avec qui est-ce que vous allez faire ce travail-là? Qui sont les participants à votre étude? Et ça nous renvoie aussi à c'est quoi la population d'études? Comment est-ce que vous allez sélectionner votre échantillon? Quels sont les critères pour être inclus dans le travail de recherche que vous êtes en train de mener?
Définis dans la méthodologie également où est-ce que vous allez mener ce travail de recherche. Ça va nous renvoyer donc au lieu de l'étude et en décrivant si on a un site, si on a plusieurs sites, où est-ce que c'est localisé. Et parfois, il faut même aller jusqu'à préciser pourquoi est-ce qu'on a choisi ce lieu pour mener ce travail de recherche-là. Aussi, on doit définir dans sa méthodologie ou dans son protocole comment est-ce que vous allez procéder concrètement. C'est quoi la procédure de collecte des données? Où est-ce que vous allez collecter? Vous commencez par quoi quand vous arrivez sur le terrain? Comment est-ce que vous allez traiter ces données qui seront collectées? Comment est-ce que vous allez pouvoir les analyser en fait? Et c'est tout ça qui rentre donc dans le protocole de recherche. Donc, le protocole, c'est un peu comme la feuille de route qui vous permet d'aller étape par étape, qui vous permet de mettre en œuvre l'idée que vous avez conçue à l'avance. Et le protocole doit être rédigé de manière tellement détaillée et précise que si quelqu'un d'autre prend votre protocole de recherche, la personne devrait être capable de faire exactement le même travail que ce que vous avez eu à faire. Donc, voilà un peu quelques éléments qui rentrent dans le protocole de recherche. Et si votre protocole n'est pas bien rédigé, s'il n'est pas valide, s'il ne peut pas avoir le cachet accepté, comme on peut le voir sur l'image ici, en réalité, vous ne pourrez pas réussir votre travail de recherche ou votre mémoire. Et je note au passage que jusqu'à présent, de ce que j'ai expliqué jusqu'à présent là, tout ceci se passe en général derrière un ordinateur. C'est un travail que vous faites chez vous. Choix du sujet, problème de recherche, question de recherche qu'il y a derrière, rédaction du protocole. C'est un peu comme la fondation du travail de recherche qui est fait. De telle sorte que si vous ne réussissez pas ces deux premières clés, en réalité, ce qu'on va voir dans la suite ne pourra pas être utile pour vous. C'est pour ça que ce sont des éléments donc importants que nous venons de voir sur ces deux premières clés. Le troisième point, c'est de collecter et d'analyser des données qui sont de bonne qualité. On peut bien planifier ce qu'on a prévu collecter, mais si sur le terrain, on ne met pas en œuvre concrètement et clairement tel qu'on l'a prévu, on se retrouvera dans cette situation qu'on a ici là. Cette image que vous connaissez certainement, qui dit en anglais garbage in, garbage out. Ce que vous mettez dans votre ordinateur comme données que vous avez collectées est déterminant de ce qui va en ressortir à la fin de votre analyse. De manière à ce que si les données que vous avez collectées sont de mauvaise qualité, en général, il n'y a rien qu'on puisse faire pour pouvoir résoudre ce problème-là. Le sous-entendu, c'est que si vous collectez vos données pour la thèse ou pour le mémoire et que ces données sont de mauvaise qualité, vous allez certainement échouer dans votre travail. Vous ne pourrez pas réussir. C'est pour ça que la collecte et l'analyse des données de qualité est une étape clé. C'est une étape cruciale du processus de recherche, de thèse ou de mémoire que vous serez en train de faire. Et donc, les éléments qui vont rentrer derrière, qui vont influencer donc la réussite de ces clés, c'est premièrement les données que nous sommes en train de collecter ou que nous sommes en train de collecter. Est-ce que ce sont les bonnes données à collecter? Et ça nous renvoie donc au questionnaire que vous êtes en train d'utiliser, qui est un élément du protocole, mais qui est un élément crucial. D'ailleurs, à mon avis, c'est la seule partie, j'exagère en disant ça, mais je le dis quand même, je le pense vraiment, c'est la seule partie qui doit obligatoirement être corrigée par quelqu'un d'autre. Et c'est la seule partie que vous ne pourrez pas rattraper à la fin, le questionnaire. Parce que si vous rédigez mal votre introduction, supposons, vous rédigez mal, après, pendant la rédaction du document final, vous pourrez toujours arranger l'introduction. C'est possible. Si vous choisissez même mal le type d'étude, bon, encore que ça, ce serait grave dans votre protocole, c'est possible de se rattraper après avec les données qu'on a eu à collecter. Mais si votre questionnaire est mal formulé, est mal rédigé et que vous avez déjà collecté les données, même si on corrige le questionnaire, ce sera seulement pour les archives. Ça ne pourra pas servir à autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la qualité des données qu'on collecte, au type de données et aux informations
qu'on va collecter. Il est arrivé très souvent où des personnes viennent me voir pour l'analyse de leurs données et je me rends compte malheureusement qu'il y a certaines variables qui sont absentes, qui sont parfois déterminantes pour les objectifs qu'ils se sont fixés. Et très souvent, à ce moment, il n'y a rien qu'on puisse faire pour arranger cela. Donc, ça, c'est une clé majeure, collecter et analyser les données de qualité. L'autre chose, c'est utiliser les bonnes méthodes de collecte des données. Donc, les instruments que vous allez utiliser, ça peut être, par exemple, des questionnaires standardisés. Si quelqu'un travaille, par exemple, sur la qualité de vie des personnes qui font une activité ou une autre, le questionnaire que la personne va utiliser pour évaluer la qualité de vie des participants, c'est quelque chose de déterminant. Parce que si ce questionnaire n'est pas bon ou n'est pas adapté, malheureusement, on ne pourra pas évaluer effectivement la qualité de vie des personnes et à la fin, on ne pourra pas résoudre le problème de recherche qu'on aura posé au départ. Une fois qu'on a fini de collecter les données, toujours dans cette étape donc, de l'analyse, il faut choisir les bonnes méthodes d'analyse, les bonnes techniques d'analyse statistique qui conviennent. Par exemple, il faut choisir les bons tests statistiques qui conviennent pour les données qu'on a, pour le type d'études qu'on fait, pour les objectifs qu'on a, etc. Par exemple, un cas qui est très fréquent, c'est des personnes qui collectent des données qui sont dites appariées. Bon, on aura l'occasion de revenir dessus dans d'autres sessions, mais qui utilisent des méthodes d'analyse statistique qui sont plutôt destinées aux données non appariées. Souvent, dans ce cas, on a des résultats qui ne reflètent pas exactement la réalité du fait qu'on est en train d'observer. Et tout ceci va nous permettre donc à la fin d'obtenir des résultats qui sont fiables, des résultats auxquels on peut se fier et qui peuvent efficacement orienter les décisions qui sont prises par rapport aux résultats de ce travail de recherche. Voilà. La quatrième clé, c'est de respecter les principes de la rédaction scientifique. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ceci et qu'on a des résultats qui sont issus d'une bonne analyse des données, l'autre chose, c'est de pouvoir rendre compte efficacement, de pouvoir présenter les résultats qu'on a obtenus de manière efficace et de manière optimale. Et ceci s'applique à toutes les étapes que nous avons eu à voir là. Ça veut dire que ce soit pour rédiger le protocole de recherche, que ce soit pour rédiger son document, à chaque fois qu'il y a de la rédaction à faire, dites-vous bien qu'il y a des principes à respecter pour rédiger en sciences. Là, j'ai énoncé quelques-uns, juste en passant comme ça, pour qu'on ait un peu une idée de ce à quoi ça renvoie. Il faut pouvoir rédiger de manière claire et concise. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des mots inutiles ou des mots qui ne sont pas nécessaires dans ce que vous êtes en train de rédiger. Ça, c'est l'un des principes fondamentaux en matière de rédaction scientifique. Un exemple banal pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire là. Quelqu'un qui dit, par exemple, nous avons trouvé dans notre étude que la plupart des patients étaient diabétiques. La section « Nous avons trouvé dans notre étude que » est une section inutile en fait. Parce que si je supprime cette section-là et que je dis simplement « La plupart des patients étaient diabétiques », le message principal, il est là. Ceux qui m'écoutent vont recevoir ce message-là. Et c'est donc pour ça que lorsqu'on est en train de rédiger en sciences, il y a cet exercice d'être précis et concis et de ne pas rajouter des mots qui sont complètement inutiles. Donc, ça, c'est le premier point ou le premier exemple. Il faut pouvoir rédiger de manière simple. Ça veut dire utiliser un langage qui est direct. Éviter d'être vague ou d'employer des mots qui sont très complexes. Ça, ce n'est pas de la rédaction scientifique. Il faut garder une certaine logique dans la rédaction qu'on fait. Ça veut dire qu'on doit avoir un flux cohérent des idées. Il faudrait que pendant qu'on est en train de vous lire, qu'on se sente bien, qu'on ait envie de vous écouter, qu'on ait envie de lire la suite de ce que vous êtes en train de dire. Pas que pendant qu'on est en train de lire vos documents, on est un peu perdu, on ne comprend pas de quoi il parle, il y a comme des parasites qui arrivent. Non, ça, ce n'est pas de la rédaction scientifique.
Il faut être précis lorsqu'on rédige en sciences. Donc, il faut pouvoir quantifier les faits. Il faut donner des chiffres, des valeurs qui permettent de préciser ce que vous êtes en train de dire. Et ce que j'explique là, c'est valable aussi bien pour les mémoires et les thèses que même pour la rédaction d'articles, que la rédaction d'un rapport d'études ou de tout ce qui peut concerner la science. Ce sont des éléments qui sont communs parce que ça permet d'être clair, d'être précis pendant qu'on rédige en sciences. Également, il faut être objectif. Il faut faire des affirmations qui sont soutenues par des références qui sont bien citées. Voilà. Ça veut dire, pendant que je donne une information, si je dis par exemple, la plupart des Camerounais sont infectés par le germe de la toxoplasmose, par exemple, ou ont été en contact avec la toxoplasmose. Ce que je suis en train de dire là, je dois être objectif, je dois avoir des références qui le démontrent, qui le prouvent. Et en plus, je dois pouvoir citer ces références-là de manière convenable, en respectant donc les principes de la citation, comme la norme de Vancouver ou d'autres normes qui existent. Et ça permet donc de se rassurer de ce que justement on peut avoir donc, voilà, donc on peut retrouver l'information que vous avez donnée, on peut aller chercher cette information-là pour la citer ou pour la vérifier à ce moment-là. Et les normes de citation, justement, font partie des principes de rédaction scientifique. On ne peut pas rédiger en science sans pouvoir bien citer ce qu'on est en train de dire. Donc, voilà quelques principes qui vont vous aider justement à réussir votre thèse, de manière à ce que quand vous déposez votre document de thèse sur la table, comme on dit à Abidjan, qu'on sente qu'il y a garçon dans la place. Voilà. Et que vous évitiez cette scène qui est souvent dramatique lorsqu'il y a un cadet qui rencontre un aîné et lui dit « Est-ce que tu peux me passer une copie de ta thèse? Je voudrais m'en inspirer. » Il va trouver toutes les raisons du ciel et de la terre pour dire à quel point son disque dur était grillé, ce qu'il avait dans sa boîte mail, on a piraté son compte Yahoo, et même ce qu'il avait mis sur son encadreur, l'encadreur est même décédé entre-temps. Il va trouver toutes les raisons possibles parce que justement, il n'a pas envie de donner quelque chose qui ne lui plaît pas lui-même. Il faut pouvoir appliquer ces principes pour éviter ce genre de situation. Cinquième clé, cinquième point, présenter de manière claire les résultats et les conclusions de son travail. Normalement, pour réussir sa thèse, donc ça c'est peut-être dans les étapes d'après sur le calendrier que j'ai expliqué tout à l'heure, pour réussir sa thèse, en fait, à la fin de votre travail, vous devrez pouvoir dire quel est le principal message qu'on doit retenir. Et un exercice que j'aime bien faire aux étudiants, c'est de dire, OK, résume-moi ton travail de thèse en 3 phrases. C'est-à-dire un document de 100-150 pages, résume-le en 3 phrases. Ou alors, dans l'autre sens, parfois, je peux dire, OK, utilise juste un paragraphe, c'est ce qu'on va souvent faire dans l'abstract pour résumer. Et ce qu'on recherche dans ces exercices, en général, c'est de dire, donne-nous le message clair qui ressort de ton résultat. Et finalement, c'est ça le but de l'ensemble du travail qui est fait. Ce sont les résultats que vous obtenez à la fin qui justement vont pouvoir être appliqués, comme on a vu tout à l'heure dans le cycle de la recherche, ils vont pouvoir être utilisés pour résoudre les problèmes, pour répondre aux questions qui se présentent. Voilà, donc ce sont les sections, les résultats et la conclusion, ce sont les sections qui permettent de répondre précisément aux questions qui ont été posées au début de votre travail. Et pour que ce soit clair, il faut faire un choix judicieux des graphiques, des textes, des styles de tableau et de tout ce qui va avec. Vous ne pouvez pas réussir votre thèse si vous ne savez pas quel type de graphique correspond à quoi. Si vous ne savez pas quel type de tableau correspond à quel type de résultat. Donc, pour réussir sa thèse et en être fier, il faut avoir une présentation claire des résultats et des conclusions. Et ces conclusions, justement, doivent découler des résultats que vous avez obtenus. Et non pas seulement être ce que vous pensez être vrai. Parce que bien de fois, lorsqu'on dit conclusion, les gens mettent juste ce qu'ils lui pensaient que ça devait être vrai, non. Mais on doit pouvoir faire le lien entre quel est le résultat que vous avez obtenu et quelle est la conclusion qui vient de ce résultat-là. La clé numéro 6 que nous avons,
c'est de pouvoir défendre brillamment sa thèse ou son mémoire à la fin du processus. De pouvoir défendre brillamment. Ce qui suppose d'avoir un PowerPoint, qui soit le mot de présentation utilisé, qui est clair et qui est simple. Souvent, les étudiants ou ceux qui finissent un mémoire ou une thèse n'ont tellement pas une maîtrise du PowerPoint que les écouter, ça fait dormir. Ça donne envie de bailler vraiment à quel moment est-ce qu'il va terminer avec cette affaire. Parce que c'est surchargé, il y a des phrases qui sont partout, qui sont pleines avec des virgules, des points-virgules, etc. Et à la fin, ce n'est pas agréable à voir, ce n'est pas agréable à écouter. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire le PowerPoint. La plupart des tests ou des mémoires à la fin doivent être soutenus par une soutenance, justement. Et lorsqu'on arrive donc à cette étape de la soutenance, il faut avoir une présentation qui est claire et qui est simple. Il faut avoir une maîtrise parfaite du sujet. Et ça, ce n'est qu'à travers la préparation. Parce que je n'ai jamais vu, il n'y a pas de génération spontanée. La plupart des personnes qui vont avoir une présentation majestueuse ou une présentation brillante, c'est parce qu'ils se sont préparés, parce qu'ils ont appris à faire une présentation, à utiliser des diapositives pour faire la présentation et non pas à considérer les diapositives comme la présentation. Et c'est des choses qui s'apprennent. Et d'ailleurs, parfois, c'est la seule image que la famille va retenir. Pour beaucoup de personnes, malheureusement, ils ne comprennent même pas ce que vous dites, ce qui n'est pas normal, parce que la soutenance est publique pour permettre à tout le monde de comprendre ce que vous dites. Mais quand bien on n'a rien compris, parfois même ce qu'on a retenu, qui est votre présentation, n'est pas souvent la plus bonne qu'il soit. Et là encore, c'est un point qui ne vous permet pas de réussir votre thèse ou votre mémoire, qui est l'objet de notre présentation de ce soir. Le point numéro 7, et là, on commence à entrer un peu dans des questions plus transversales qui ne sont pas forcément liées à la méthodologie de la recherche elle-même. C'est de pouvoir travailler en collaboration et en réseautage. Premier niveau de collaboration, de pouvoir travailler avec ses camarades et ses promotionnaires. Heureusement, pour les mémoires ou les thèses, il ne peut pas avoir de devoirs en commun. Ou plutôt, le travail en commun est permis et est même encouragé et est même très encouragé. L'intérêt de travailler avec vos camarades, c'est que si ton camarade n'arrive pas à comprendre ce que tu lui expliques, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a encore à creuser. Et souvent, ce sont les plus disponibles parce que vous passez le temps ensemble, vous vivez les mêmes galères ensemble. Et je suis souvent choqué quand des gens viennent me voir avec peut-être une introduction qu'il a rédigée et aucun de ses camarades n'a lu cette introduction. Je me dis, mais comment tu crois que tu vas apprendre? Si celui qui marche avec toi chaque jour n'a pas eu le temps de lire ce que tu n'as pas eu l'idée de lui proposer de lire ce que tu as écrit et que tu cours directement voir l'encadreur, mais il y a un problème. Donc, bien de fois, il faut commencer par vos camarades, ceux qui font la thèse ou le mémoire avec vous, parce que c'est ceux-là qui vont vous donner les premiers commentaires qui vous permettront, je peux vous garantir, de corriger beaucoup de choses dans votre travail. Et le fait d'échanger entre vous va vous permettre justement d'apprendre les uns des autres. Peut-être que quelqu'un, entre-temps, a regardé une vidéo sur une astuce pour insérer les références selon la norme de Vancouver. Si vous n'en parlez pas, si vous ne discutez pas ensemble, vous ne pourrez pas avancer. Et ça va justement vous ralentir et peut finalement être un obstacle à la réussite de votre travail de thèse ou de mémoire. Également, il faut se faire aider par les aînés et les encadreurs. Le petit bémol avec les camarades, souvent, c'est que c'est comme si on partait chercher, bon, je vais permettez-moi l'expression, un aveugle pour conduire un autre. Bon, au moins, l'avantage, c'est que si le premier tombe dans le trou, le deuxième restera encore à l'extérieur pour pouvoir le tirer. Au moins, il y a cet avantage-là. Mais c'est toujours mieux si on va chercher un aîné, quelqu'un qui est déjà passé par le processus et qui peut vous dire, tiens, moi, j'avais fait ça comme ça n'a pas marché, essaie autre chose. Ou moi, j'avais plutôt fait de telle façon, ça a fonctionné, tu peux le faire de cette façon aussi. Souvent, on n'a pas besoin de beaucoup de temps avec un aîné pour recevoir le maximum de cet aîné-là.
Ou alors, les encadreurs sont là justement pour répondre à vos questions, pour vous éviter de tomber dans certaines erreurs. Normalement, aussi pour vous enseigner ces notions. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai déjà fait allusion jusqu'à présent qui sont peut-être des choses absurdes, peut-être nouvelles pour certaines personnes. Justement, c'est des choses qui peuvent s'apprendre et qui doivent s'apprendre. L'autre chose, l'autre niveau, je dirais un peu au-dessus, c'est d'être accompagné par des personnes qui ont l'habitude de le faire. Et comme j'aime souvent le dire, la recherche, c'est une spécialité. On ne naît pas chercheur. Il n'y a pas de présomption de connaissance en matière de recherche. Si vous n'avez pas appris, alors vous ne connaissez pas. C'est un principe. On peut être un bon spécialiste dans le domaine de la médecine, un bon infirmier, un bon chirurgien, un bon gastro-entérologue, mais être un mauvais chercheur sans que ce ne soit un problème. On ne naît pas avec ça. Ce n'est pas comme l'anglais pour certaines personnes au secondaire. Non, on apprend. Et donc, il y a des gens qui ont appris, qui ne font que ça à longueur de journée et qui peuvent vous aider donc à gagner du temps, premièrement. Ça veut dire que ce que vous aurez pris un mois pour faire et donc qui vous aurait mis en retard et donc qui aurait pu vous faire échouer votre exercice de thèse, en vous faisant accompagner, vous pouvez gagner ce temps-là. Deuxièmement, puis encore, ça va vous permettre d'éviter de vous tromper. Parce que malheureusement, j'ai vu beaucoup de situations où des étudiants en soutenance ont présenté des choses qui sont fausses. Je dis bien des choses qui sont fausses. Et le comble, c'est quand même ceux qui sont supposés évaluer ne sont pas au courant et n'arrivent pas à identifier ce problème-là. C'est la petite histoire qu'on raconte souvent, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, où on dit il y a une maman qui était en train de fouetter sur l'enfant. La raison, l'enfant n'arrive pas à faire le calcul 1 plus 1. Et c'est le père qui arrive qui dit, mais toi qui fais l'enfant, est-ce que toi-même tu connais la réponse? Et la mère qui dit, mais 1 plus 1, ça fait 11, non? Le père qui dit, je crois que toi-même tu ne savais pas. Je crois que toi-même tu ne connaissais pas la réponse. Et c'est vraiment souvent cette histoire cette scène qu'on va vivre pendant les soutenances. Un étudiant qui dit, j'ai fait une étude, 4 témoins. Un membre du jury qui le reprend, non, c'est pas 4 témoins, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Et le président du jury qui dit, je pense que toi, tu ne savais pas. Et en réalité, les deux sont complètement dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir se faire accompagner, qu'il faut pouvoir apprendre pour éviter de se tromper, respecter les principes et les normes de la recherche, parce qu'il y en a, principes et des normes, et avoir des bonnes connexions qui pourront vous permettre de faire une carrière après dans la recherche. C'est souvent à cette étape, lorsque vous êtes en train de vous initier à la recherche, que vous avez l'occasion de vous connecter aux bonnes personnes, d'avoir les bonnes relations qui vont certainement vous être utiles, même après la soutenance, même pendant votre pratique, pour ceux qui font la médecine, par exemple, et qui vont donc justement être comme un bon atout pour vous permettre de pouvoir avancer. Voilà, ça c'était la clé numéro 7 et on s'achemine progressivement donc vers la fin avant de passer aux questions s'il y en a pour pouvoir clarifier dans les points qui n'auraient pas été clairs. Maintenant, point numéro 8 et numéro 9, j'ai juste regroupé ça comme ça parce que ce sont des clés qui sont plutôt transversales. Donc, ce n'est pas juste lié à réussir sa thèse, mais c'est à réussir toute autre activité qu'on peut avoir à mener dans la vie. Premièrement, il faut apprendre à gérer son temps. Ça ne va pas de soi. Il faut apprendre à gérer son temps. Et là, par exemple, il faut éviter la procrastination. Beaucoup d'étudiants se retrouvent en retard dans leur travail de recherche et finalement échouent même cet exercice de thèse ou de mémoire parce qu'ils sont tombés dans la procrastination. Procrastiner, c'est simplement de remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. J'ai par exemple un paragraphe à rédiger dans mon document, mais je suis un peu fatigué. OK, je peux faire ça demain. Ou je dois appeler un patient pour le suivi, parce que j'ai des suivis que je fais. Je suis un peu fatigué, je remets ça à demain. C'est souvent cette procrastination qui va finalement être la cause de retard. Et pour davantage éviter la procrastination, il faut pouvoir supprimer ce qu'on va appeler les dévoreurs de temps.
il y a beaucoup de choses qui finalement dévorent notre temps, qui finalement nous bouffent du temps et nous amènent à remettre à plus tard ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Et je peux vous garantir que si quelqu'un n'arrive pas à bien gérer son temps, la plupart du temps, la personne va échouer son exercice de thèse, qu'on le veuille ou non. On peut avoir le bon sujet, la bonne méthodologie, les bons encadreurs, la bonne méthode d'analyse, les bonnes données collectées, mais si le temps, on ne le gère pas bien, on va se retrouver en retard et on ne va pas réussir. Et une petite astuce que nous avons pu remarquer, c'est que si quelqu'un travaille simplement 1 à 2 heures de temps par jour sur son mémoire ou sur sa thèse, la personne ne sera pas en retard à la fin. En général, il suffit de travailler 1 à 2 heures de temps. C'est largement suffisant pour se retrouver à temps et pour pouvoir réussir son exercice à la fin. Et ça, c'est 1 à 2 heures de temps pour rester dans le calendrier que j'ai présenté au début de cette présentation que je suis en train de faire. Donc, pour dire que souvent, ça ne demande pas tant que ça, mais juste qu'on ne se rend même pas compte et on n'en donne pratiquement rien en termes de temps et on se retrouve donc en retard. L'autre chose, il faut garder l'équilibre entre tous les domaines de sa vie. Parce que si vous vous focalisez seulement sur la thèse et vous oubliez les autres choses, vous allez être déséquilibré. Et ça peut affecter significativement le résultat que vous obtenez à la fin de votre travail. Donc, que ce soit le domaine social, ce n'est pas parce qu'on fait la thèse qu'on ne salue plus les gens, qu'on n'a plus d'amis, qu'on n'a plus d'activités de divertissement. Le domaine familial, ce n'est pas parce qu'on fait la thèse qu'on ne rend plus visite à sa famille, qu'on ne passe plus du temps avec sa famille. C'est d'ailleurs parfois pendant qu'on passe du temps avec sa famille qu'on sera inspiré pour rédiger certains paragraphes, pour rédiger certains éléments de sa thèse. Le domaine spirituel, ce n'est pas parce qu'on est en train de faire la thèse qu'on n'a plus d'activité spirituelle, qu'on ne va plus prier, par exemple, ou tout ce qui peut aller avec, etc., etc. Donc, c'est vraiment de garder l'équilibre dans tout ce qu'on est en train de faire pendant qu'on est en train de faire son exercice de thèse. Si vous n'arrivez pas à faire cela, ça peut considérablement endommager le travail que vous êtes en train de faire. Et pour finir donc, la 10e clé, et ce que je dis là, ça m'engage, il faut travailler avec l'équipe du BMR. Voilà, avec cette petite icône qui sourit en bas là. Voilà, comme j'ai dit, ce que je dis, ça m'engage. Wow. J'explique un peu pourquoi je dis ça. En réalité, la plupart de ce que j'ai présenté précédemment, vous ne pouvez pas l'avoir spontanément comme ça. Nous, on en a fait l'expérience, on a payé le prix, je dirais pratiquement, et c'est ce qui nous a d'ailleurs amené à mettre sur pied cette activité-ci. Le BMS, je vais en dire un peu plus tout à l'heure avant de clôturer cette session. C'est justement cet endroit où on vous permet d'apprendre tous ces éléments-là ensemble, au même endroit, et de vous faire gagner du temps, comme j'ai expliqué, pour arriver à la fin, donc, à réussir votre thèse. Bon, bien sûr, j'exagère quand je travaille avec le BMR. C'est pas pour dire que ce qu'on ne connaît pas, il va forcément échouer. Mais l'idée derrière, c'est de dire qu'il faut travailler avec une équipe qui va vous accompagner dans le processus. Parce que c'est un exercice que vous êtes en train de faire et vous avez besoin d'être accompagné là-dessus. Voilà. Et donc, parlant du BMS, c'est quoi? C'est quoi les éléments qu'on vous propose pour répondre à une question que j'ai même vue dans le chat tout à l'heure? Comment est-ce qu'on peut être accompagné? Voilà, est-ce qu'on peut nous rencontrer pour le suivi, le contact WhatsApp? Oui, je vous en donnerai tout à l'heure à la fin. Donc, ce que nous faisons, il y a premièrement ce document intitulé Guide pratique d'initiation à la recherche en santé, dont je suis l'auteur, votre humble serviteur, qui justement regroupe toutes ces étapes du processus de la recherche du début jusqu'à la fin. Le choix du sujet, le choix de l'encadreur, les références, les types d'études, la taille de l'échantillon, la rédaction scientifique, rédiger le mémoire, les méthodes statistiques et tout ce qui peut aller avec. Donc, ça, c'est un élément qui peut vous être utile donc, pour réussir la thèse. Également, il y a notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner, à exploiter les contenus qui sont dessus. Si vous mettez simplement sur YouTube Building Medical Research in Africa, tel que c'est mentionné là,
Actuellement, on a plus de 40 vidéos qui sont disponibles et qui abordent justement l'ensemble de ces thèmes dont je suis en train de parler. Parce que l'idée pour nous, c'est de mettre à la disposition des personnes des ressources qui vont leur permettre de réussir leur travail de thèse. Également, il y a des séminaires que nous organisons, un peu moins maintenant en présentiel. Et ça, c'est par exemple l'un des séminaires que nous avons organisé il y a quelques années pour enseigner justement, pour partager ces notions sur la recherche, sur la thèse, sur le mémoire, etc. Également, il y a notre plateforme de formation où cette fois, on a vraiment des formations qui sont bien calibrées, qui sont bien mesurées avec des objectifs clairs. Par exemple, vous avez là la formation à l'analyse des données avec SPSS, la formation à l'analyse des données avec R, la conception des masques de saisie, etc. Donc, le lien, c'est formation.bmr-africa.com. Là, vous pourrez apprendre davantage, surtout sur les outils et les techniques qui vous permettent de bien faire votre travail de recherche et de pouvoir bien avancer là-dedans. Également, il y a cette plateforme d'aide ou de suivi des étudiants que nous avons mis sur pied. Voilà, c'est app.bmr-africa.com comme application sur laquelle nous offrons la possibilité à chaque apprenant ou à chaque thésard d'être suivi particulièrement. C'est là, par exemple, qu'on pourra corriger votre questionnaire, corriger votre protocole de recherche, vous faire un masque de saisie, faire l'analyse des données pour que ça respecte justement les principes que j'ai eu à présenter précédemment. Et c'est un peu comme un compte Yahoo où chaque personne a son compte, reçoit ses messages et a son suivi individuel là-dessus. Et nous avons une équipe suffisamment préparée, suffisamment formée, minimum une trentaine de personnes qui sont là, qui sont là, c'est juste quelques-unes de ces personnes-là, et qui sont justement là pour contribuer à ce travail pour que la qualité de la recherche soit bien meilleure dans notre contexte. On a là quelques autres éléments que nous sommes en train de mettre sur pied et que nous faisons chaque jour, comme par exemple les cafés scientifiques que nous organisons pratiquement chaque semaine, où on va échanger, répondre aux questions, aider à résoudre les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer, comme par exemple des primes que nous offrons aux meilleurs étudiants. Pour cette année, par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun, nous allons offrir un prix spécial aux 5 premiers à l'examen national de chaque école de médecine qu'il y a au Cameroun. Voilà, il y aura des communications là-dessus par la suite. Mais l'idée vraiment, c'est de récompenser les personnes qui font justement cet effort, qui sortent justement du lot à travers leur travail de recherche. Et voilà donc un ensemble de choses que nous faisons. Et je vais m'arrêter ici en disant cette citation qui m'est très chère, qui dit ceci: mener la recherche sans maîtriser la méthodologie, c'est aussi grave que poser un acte chirurgical qu'on n'a jamais appris dans un contexte où il y a des spécialistes ou des experts qui sont qualifiés pour poser cet acte-là. Donc, c'est vraiment comme quelqu'un qui se retrouve en plein Dakar, pour prendre cet exemple-là, au centre-ville, qui n'a jamais appris à faire une ostéosynthèse pour une fracture de jambe, par exemple, et qui se met à le faire alors qu'il y a des chirurgiens orthopédistes à n'en plus finir autour de lui. Et c'est souvent ça, justement, quand on se lance à faire un travail de recherche sans en avoir la maîtrise, on est vraiment en train de faire un acte aussi grave que celui-là. Et je voudrais que vous puissiez éviter de vous retrouver là-dedans. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire ici. Peut-être quelques ressources ou quelques références si vous voulez davantage comprendre ce que nous faisons. Je l'ai déjà dit à notre page YouTube. Il y a notre site Internet également. Si vous mettez juste sur Google BMR Africa ou bmrafrica.com, donc bmr-africa.com, vous aurez sur notre plateforme davantage d'informations, comment nous contacter, comment avoir accès à nos services ou ce que nous faisons, etc. Et voilà ce qui était donc prévu pour ces 10 clés pour réussir sa thèse ou son mémoire. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. OK, maintenant, on va donc passer à la phase des questions ou des commentaires ou des suggestions s'il y en a.
Voilà, je vois dans le chat, est-ce possible d'avoir le manuel d'initiation? Oui, c'est possible. Vous pouvez juste nous écrire ou nous contacter via notre site. Il y a un formulaire de demande de service. Là, on va vous dire la procédure et tout ce qu'il y a lieu de faire pour avoir accès à cela. Voilà. Dernier sous-point de la troisième clé. Dernier sous-point de la troisième clé. Encore faut-il que je le retrouve. Permettez que je reparte dans la présentation. Dernier sous-point de la troisième clé. Ah, d'accord, je vois. OK, là, je suis sur la troisième clé. Donc, le point auquel je fais allusion ici, je suppose que c'est dernier ou avant-dernier là, appliquer les bonnes techniques d'analyse statistique. Voilà. L'idée, c'est de se dire, si je ne fais pas les méthodes d'analyse qui conviennent à mes objectifs, je prends un exemple simple. Parlant de tests statistiques, il y a par exemple le test de Suden pour échantillon apparié et pour échantillon non apparié. Donc, ce qui veut dire, si vous n'arrivez pas à choisir le bon test qui convient, vous allez échouer votre test. Vous n'allez pas réussir votre test simplement parce que vous n'avez pas choisi les bonnes méthodes d'analyse. Et tous ces éléments que j'ai évoqués là, ce sont donc les éléments qui vont permettre d'avoir à la fin des résultats qui sont fiables. Voilà, d'avoir des résultats qui sont fiables. OK, comme c'est proposé là, je vais peut-être mettre dans le chat nos contacts directs que vous puissiez, pour ceux qui veulent nous contacter, par exemple, vous pouvez écrire à ces numéros-là. Voilà, j'y arrive. OK, très bien, c'est ça. Donc, ce que j'ai envoyé dans le chat là, c'est le numéro de l'administrateur du groupe que vous pourrez donc contacter, qui pourra vous donner plus de détails, plus d'informations, toutes les questions, en tout cas concernant l'accès aux ressources que nous offrons et même pour avoir accès au groupe WhatsApp que nous avons créé dans lequel nous échangeons sur les questions de recherche, etc. OK. OK, dernier sous-point, merci, je vous en prie. Les sous-points de la cinquième clé après les deux premiers points. OK, je vais rapidement regarder, peut-être même sans mettre mon écran. OK, le choix des graphiques, le choix des textes, le choix des styles de tableau, etc. Conclusions qui découlent de nos résultats. Ce serait difficile d'entrer dans plus de détails maintenant, mais si vous allez déjà sur notre plateforme de formation, dont je remets le lien là, formation.bmr-africa.com. Si vous allez sur ce site, vous pouvez déjà voir le cours gratuit qu'on a fait sur comment présenter ces résultats, comment choisir les graphiques. Et puis, vous pourrez donc, à partir de ce moment, avoir plus d'informations ou, comme j'ai dit, nous contacter pour avoir plus de détails. Mais l'idée ce soir, c'était vraiment surtout de vous amener à réaliser ce qu'il y a derrière le concept « réussir sa thèse ». À réaliser en fait les éléments qu'il faut prendre en considération, qu'il faut regarder lorsqu'on s'engage dans un travail de thèse ou de mémoire et qu'on veut véritablement le réussir. Voilà. Ensuite, merci, je vous en prie. Je suis arrivé en retard, j'ai manqué la première diapo sur la première clé. Oui, également, comme j'ai dit, la présentation a été enregistrée et donc ce sera sur notre page YouTube. Vous pourrez repartir dessus pour revoir tous les éléments, resuivre l'explication. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus maintenant. Donc, restez juste connectés et abonnez-vous à notre page. C'est sûr, vous n'allez pas rater ces différents contenus que nous sommes en train de partager là. Voilà, vous reverrez le calendrier dans la présentation aussi. OK. Je ne sais pas s'il y a des questions que certaines veulent poser de vive voix, veulent ouvrir leur micro pour poser la question. Ce serait la bienvenue également. Vous pouvez juste lever la main ou poser la question dans le micro. Ou faire un commentaire aussi si vous avez des commentaires à faire. Merci, docteur. Et allô?
Oui, Allô? docteur Ismaël, allez-y. Merci, docteur, pour la présentation déjà. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, docteur, est-ce que dans l'accompagnement que vous nous offrez, on pourra avoir des rencontres physiques? Si oui, où exactement? Ok, très bonne question. Est-ce qu'on peut avoir des rencontres physiques? La réponse, c'est oui. C'est possible. C'est sûr, moi, je suis sur la planète Terre, n'est-ce pas? Voilà, je ne fais pas ce coup depuis Mars, non. Je suis sur la Terre. Mes collaborateurs avec qui je travaille, dont beaucoup sont d'ailleurs connectés à cette rencontre, sont également là. Nous sommes basés au Cameroun pour le moment, avec d'autres collègues avec qui on a travaillé qui sont au Sénégal, à Dakar précisément. Donc, c'est dans ces deux pays-là qu'on peut avoir des rencontres physiques pour le moment. Et dans ces deux pays, ça peut être en termes de ville, à Yaoundé ou à Boya ou à Bamenda pour le Cameroun ou éventuellement d'autres villes au besoin. Et en général, les rencontres physiques, c'est justement au besoin. Bien sûr, c'est pas pour prendre un verre ou pour prendre une bière, comme on dit au Cameroun, mais c'est justement au besoin. Mais je vais juste préciser que la plupart de ce que nous faisons, nous avons choisi de passer à un mode en ligne. Donc, la plupart de ce que nous faisons, on le fait en ligne, que ce soit des rencontres